Salam alaikum, Azul, bonsoir. C'était prévisible, surtout depuis que le Hirak a décidé de manifester le samedi, en plus du mardi et du vendredi. Oui, il était désormais prévisible que le régime allait prendre des dispositions et d'autres pour empêcher cette montée en cadence de la révolution du 22 février. Une troisième journée de manifestation dans la semaine signifie réellement le début d'une désobéissance civile. Le régime l'a tout aussitôt compris, parce qu'il ne peut pas ne pas savoir que cette nouvelle initiative de manifester le samedi signifierait sa fin, la fin de ce régime. 3 journées de manifestations massives par semaine, dont 2 journées de travail, si elles sont massivement observées, feraient tomber le régime en quelques semaines seulement. Un régime déjà miné de l'intérieur, dont les clans se déchirent, dont de nombreux barons ont déjà exfiltré leurs familles respectives et dont de nombreux autres s'apprêtent à fuir le pays. Il était donc tout à fait prévisible que le régime réagisse à cette initiative du samedi. Il a commencé par envoyer ses troupes de policiers anti-émeutes cassés du hirakiste. Ce fut un déchaînement de brutalité qui avait manifestement l'intention de provoquer une réaction violente du Hirak. Peine perdue, puisque les manifestants, malgré la très violente répression, sont restés de marbre. Selmiya, Selmiya. Les maîtres du pouvoir ont donc ordonné à leur président de répondre très vigoureusement à cette escalade du Hirak, et il semble, d'après le fameux organe d'information très proche du régime, El Biled, que M. Tebboune se soit exécuté. Le prétexte était tout trouvé, le danger de propagation du virus corona. Tebboune aurait donc ordonné, ou s'apprête à le faire, l'interdiction des manifestations, l'interdiction de ce Hirak qu'il qualifie lui-même de béni, rappelez-vous, Moubarak, l'interdiction au niveau de tout le territoire national. Nous attendons donc la confirmation de cette information. Il est désormais interdit à tous les Algériens, sur tout le territoire national, de manifester, d'exprimer le rejet de ce régime qui mène lui-même le pays droit au chaos. Et qui interdit ces manifestations ou qui s'apprête à les interdire? Le même régime qui mène le pays au chaos. Mais sinon, ce régime n'en finit plus de donner des signes de débâcle, en son sein même, et à son plus haut niveau. Des tiraillements et des divergences se font jour. Une cacophonie au sommet. Tebboune qui s'apprête à interdire les manifestants sur tout le territoire national, le Premier ministre qui appelle à une atténuation du Hirak et le ministre de l'Intérieur qui qualifie le même Hirak de complot contre la nation, complot soutenu par des ennemis extérieurs pour dévaster l'Algérie. Pendant ce temps, pendant que le régime ne sait plus où donner de la tête, le peuple algérien est toujours vent debout contre la mafiocratie. Et il affirme haut et fort, désormais 3 jours par semaine, qu'il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage.
plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. دولة مدنية ماشي عسكرية، عدالة مستقلة، دولة القانون ودولة العدالة. Le Hirak s'intensifie, le régime se liquéfie. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Tawfiq Ibn Qissen, militant politique FFS France Nord. Merci Tawfiq d'être avec nous. Bonjour à Zulf Laoun, merci de m'avoir invité, Jamali. Merci. Alors, Wahab Hamidi, militant politique, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamal, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Merci. Et en toute galanterie, après avoir présenté les autres. Non, mais c'est très bien. Voilà, Sanhaja Akhrouf, militante politique. Sanhaja, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, nous allons commencer par parler de ces procès en boucle de militants et d'autres. Un Samir Belarbi qui rejeté en prison, qui d'autre qui a été mis en prison, un militant très connu dont j'ai oublié le nom. Oui. Voilà. Non, Khaled Darani a été mis sous contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il ne va plus pouvoir nous envoyer ces images. Enfin, envoyer ces images au monde entier. D'autres militants aussi ont été incarcérés, d'autres sont en cours de jugement. Après la très violente répression du samedi passé. Pourquoi ? Le procureur a fait appel pour le procès de Boumela. Donc, par rapport au jugement de Boumela. Donc voilà, il est possible que Boumela aussi retourne en prison. Et donc, on sent vraiment que le régime est en train de donner des signes de panique. En plus des déclarations très contradictoires, très divergentes parfois, des barons du régime au plus haut sommet. Par exemple, El Bilad, ça reste à confirmer, on attend, ça devrait être confirmé tout à l'heure. El Bilad affirme que Tebboune s'apprête à interdire le Hirak au niveau de tout le territoire algérien, pour des raisons sanitaires, c'est-à-dire le coronavirus. Le Premier ministre demande au Hirak d'atténuer, non pas le Hirak, pourquoi ? Pour des raisons économiques. Et le ministre de l'Intérieur et le ministre du Commerce font des sorties tout aussi... Alors celle du ministre de l'Intérieur, nous allons essayer de la voir. Il qualifie le Hirak de complot agité et animé par des forces extérieures qui veulent détruire le pays. Alors que son président, Tebboune, qualifie le même Hirak de Moubarak. Nous allons voir quelques images de ce monsieur, le ministre de l'Intérieur. وبعد انتخاب السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجزائر التزم كل الالتزام بالتطبيق الفعلي لما جاء بها الحراك، أي التزم أن كل مطالب الحراك إن شاء الله سوف تلبى. فعن قريب إن شاء الله سوف يتم مراجعة الدستور. لاحظنا أن الأمن والأمان والاستقرار رجع إلى البلاد. غير أن أغتنم هذه الفرصة لأقول أن مؤخرا ما زال بعض العناصر يعملون على أو يعملون ويريدون أن يحطمون ما وصل إليه الحراك، حيث يخرجون
يوم الثلاثاء ويخرجون يوم الجمعة، واليوم يتكلمون على أيام أخرى. لماذا هذا كله؟ لماذا هذا كله؟ دخلنا في جمهورية جديدة، مطالب الحراك التزم به السيد رئيس الجمهورية باش ينفذوا. إذن هذا الناس لهم نوايا، والنوايا واضحة، هي تهديم البلاد، هي الرجوع إلى ربما السنوات الماضية، إدخال البلاد، ربما يريدون أن يدخلون بكل طرق البلاد في مشاكل. إذن من هنا أنادي كل المواطنين على اليقظة ويلتفوا. Alors, commentaire sur cette très curieuse déclaration de Monsieur le ministre de l'Intérieur. En fait, s'il y a un commentaire à faire, il faut le remettre dans le contexte. On a vu une multiplication de commentaires. Il y a beaucoup de faits aussi par rapport aux arrestations, par rapport aux poursuites judiciaires. Et tout ça est venu après le samedi. Qu'on a la manifestation du samedi. Confirmé la manif du samedi. Oui. Donc après, la première fois, c'était juste, on pensait que c'était juste pour commémorer l'anniversaire. Oui. Mais le deuxième samedi, là, le troisième samedi, on a vu en plus les gens sortaient en masse. Pas que à Alger, c'est à l'échelle nationale. Oui. Donc là, il faut réagir. Donc, parce que si on maintient le samedi, mardi et vendredi, donc, s'ils maintiennent le samedi, ça veut dire que ce sera 3 jours par semaine, dont 2 jours de travail. Exactement. Ça veut dire que c'est un début de désobéissance civile qui ne se dit pas. Et juste pour faire, il faut comprendre ce qui s'est passé les semaines d'avant, parce que j'ai été à Alger plusieurs semaines, donc j'ai fait le vendredi plusieurs fois. En fait, ce qui s'est passé avant le 22 février, c'est qu'on a essayé, avec tous les moyens, à Alger, je parle d'Alger, de contourner la mobilisation entre 14h et 17h, tous les vendredis. Oui. En fait, le matin, il y avait les forces de l'ordre en masse, donc on empêchait tous les petits regroupements des personnes autour de Rahma ou autour de la Grande Poste. Donc l'idée, c'était de contourner le Hirak dans une marge horaire et un lieu géographique. À 17h, c'est un peu caricatural. Enfin, les policiers, à 17h00, et commencent à siffler. C'est la fin du Hirak. Vous rentrez chez vous, maintenant c'est bon. La récréation est finie. Donc c'est comme ça les premiers temps. Après, ils obligeaient les gens à partir. Ils commencent un peu d'une manière un peu pacifique, mais après, ils utilisent la force. Donc ça, c'est passé les 4-5 vendredis avant le 22. Oui. Et le 22, j'étais tôt le matin à Alger, le matin. Ça a commencé à 10h, les gens commençaient Maintenant, à ça se commence regrouper. avant la prière. Voilà. Avant, ça a commencé après la prière d'or. Donc voilà. Oui. Et ça, donc c'est des faits nouveaux, parce que je pense qu'à un moment, ils voulaient, quand il y a eu plusieurs déclarations par rapport au Hirak, ils disaient que c'était un Hirak béni. Donc on voulait le contourner dans une marge horaire. Voilà, et dans des lieux géographiques précis. Ouais. Donc, et je pense que c'est ce qu'ils voulaient. Et petit à petit, réduire cette marge horaire et voir comment réduire le nombre. Je pense qu'ils avaient une stratégie pour atténuer cette mobilisation dans le temps. Mais le 22 a relancé la mobilisation et ça s'est accentué avec le samedi. Et là, on a vu le dimanche avec le 8 mars, ça fait encore plus de gens dans la rue. Et donc tout ça, ça fait, je pense, ça fait bouger les lignes à l'intérieur du régime. Et on a vu des déclarations contradictoires. On sait bien que depuis l'élection de Tebboune, qui n'a pas la légitimité électorale, mais même à l'intérieur, il n'y a pas un consensus peut-être. Je ne sais pas comment on le sent, hein, qu'il n'y a pas de consensus. Des déclarations contradictoires, des annulations de décrets présidentiels. Sans explication. Voilà. Donc tout ça, je pense, les cercles de décision s'effritent ou changent. Les rapports de force aussi à l'intérieur bougent selon la mobilisation de la rue. Ouais. Et tout ça explique ces réactions enfin, des réactions, parce qu'il n'y a pas une cohérence dans les déclarations. Oui, absolument. Et donc, pour moi, la lecture, je finis juste par rapport à ça, dire qu'il y a une lecture que ça bouge à l'intérieur.
Et peut-être, voilà, on ne sait pas comment on réagit, et c'est ce qui explique ces différentes déclarations qui... Alors, d'après vous, le samedi, réellement, ça fait paniquer le régime à ce point, une troisième jour de Hirak? Oui, je continue dans la même logique de l'interprétation et la lecture qui a été faite par Amin Wahab. Wahab ou Amin? Wahab. Donc Wahab, c'est son nom officiel. Officiel et officieux. Et Amin, c'est le petit nom pour les amis. Les amis. D'accord. Elle était dans la logique qui jouait sur l'usure du mouvement. En fait, il pensait qu'à long terme, les gens rentreront chez eux en croyant que on est dans les mêmes éléments de la pensée ancienne du système. Et à la longueur, il s'est avéré pour eux que le peuple est déterminé à continuer son combat et à aller au-delà du cinquième mandat, des élections du 12 décembre. Et cela, on a vu, comme il l'a bien souligné, le 22 à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution, à une remobilisation de toutes les régions d'Algérie, pas que à Alger. Je dirais que l'équation a changé pour eux et la peur s'est installée au sein du système. Et il est avant qu'il était dans l'action, il menait le mouvement malgré la mobilisation à sa guise directement, où on mettait les horaires de la présence à Alger. Et maintenant, ils sont dans la réaction. Et ils sont affolés et leur communication l'explique bien, cette cacophonie de l'intervention, que ce soit du président illégitime désigné, de son Premier ministre et des ministres de l'Intérieur. Et du commerce. Et du commerce. À travers toute leur communication, ça démontre éventuellement les tractations qui sont impulsées par l'appellation imposée par l'accentuation des manifestations, notamment avec le samedi, le mardi des étudiants et la mobilisation du vendredi. Le Sanhaj, à ce point, ils ont paniqué devant le samedi, surtout que cette fois-ci, le samedi, comme vient de le dire Wahab, a démarré le matin, contrairement à d'habitude à Mbad Dhor, au point où les Algérois ont été les derniers. C'est parti dans plusieurs villes du pays. Très fort, hein, c'est parti très fort. Le samedi, dès 9h du matin. Vers 11h, il n'y avait toujours pas les Algérois dans la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les réseaux sociaux? Ils ont contacté les Algérois. C'était plein de messages, hein, des centaines de messages. Qu'est-ce qui se passe, les Algérois? Ils leur ont répondu, on attend Salat d'Or. Non, il ne faut pas attendre Salat d'Or, il faut sortir maintenant. Et en l'espace d'une quinzaine de minutes, c'est incroyable. Nous, là, on essaye de suivre en temps réel. En l'espace d'une quinzaine de minutes, du côté du Masjid al-Rahma, du côté du Douche Mourad, en une quinzaine de minutes, des dizaines de milliers de personnes. Je pense que sur la mobilisation, de toute façon, il y a rien. On ne va même pas revenir là-dessus. Les images, elles sont parlantes, donc on n'a même pas besoin de convaincre qui que ce soit. Moi, j'ai envie de revenir au discours du ministre de l'Intérieur qui dit c'est-à-dire, quand il dit ça, c'est juste, on a l'impression qu'il ne vit pas, lui, par contre, en Algérie. C'est ça. Oui. C'est pas possible de dire ça, parce que c'est ce décalage, c'est-à-dire à tous les niveaux de communication, à l'écoute, et c'est ce décalage qui fait que Matalib Chab, ça n'a pas été pris en considération. Mais il dit pire. Il dit pire que ça. Il dit. M. Tebboune a satisfait les revendications du Hirak. C'est ça. C'est ce que il donne un exemple. Donc, la nouvelle dynamique du processus constitutionnel pour changer la Constitution. Et donc, dans ce sens-là, j'allais continuer. C'est pour ça qu'il n'y a pas du tout Matalib Chab. Il n'a pas répondu à Matalib Chab. Et la preuve en est que un des Matalib Chab, la libération des prisonniers. Donc là, on emprisonne encore plus. Donc ça, c'est le premier matlab. اللي ما لباش ليه الرئيس يعني هذا بصفة واضحة على كل.
مطالب الشعب هو انه ما زالت لا جوستيس نتاع التليفونات. كاين ناس سرقوا مثلا بورطابل مازالهم في الحبس، وعرفنا باللي كاين اللي عندهم ملاير وخرجوهم وجوجاوهم وخرجوهم. دونك دوكو كاين حتى اللي سون بلونجي دون دي زافير دو كوكايين وخرجوهم. دونك دوكو هذه مطالب الشعب ما تلباتش. مطالب الشعب هو انه يقول لك ان الشعب نورمالمون الخدمه دونك تو سا سي با لي بريوكوباسيون دو سو بوفوار. دونك اي مطلب نتاع الحراك ما تلبى. هذه et c'est ça qui est frappant, c'est cette amnésie. Moi je trouve que c'est mais à la limite la langue de bois, c'est la langue de bois. Ça a toujours été comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pire parce que quand c'est les années 70 Maître Boumediene وراونا pendant toute la série قبل ما يديسيدي ولا مات لا ما ماتش les éléphants en documentaire, personne n'avait le portable, ça pouvait passer la pilule. Mais aujourd'hui ce n'est pas possible. C'est juste se ridiculiser. C'est juste mais ils sont dans ça, ils sont dans l'autisme, eux. Et en plus, là, moi, on reviendra probablement, c'est prévu, l'arrestation des journalistes, on les arrête, on ne sait pas pourquoi on les arrête. Le chef d'inculpation n'a pas été encore donné, on le verra après. Alors pour Drarni, par exemple. Oui. Incitation à attroupement. Sauf c'est un journaliste. Non, mais en plus, d'abord c'est un journaliste, mais en plus, leur président, M. Tebboune, lui-même, lors de l'anniversaire de la première année du Hirak, a lui-même demandé à tous les Algériens dans toutes les villes de sortir, et plus que ça, le RND lui a répondu pour lui dire qu'il sortait. Donc on ne peut pas nous dire c'est ça, des manifestations non autorisées. Ce manque, moi ça m'inquiète, je vous dis la vérité, ça m'inquiète. Ce manque de cohésion, parce qu'à un moment donné, quand les militaires حاكمين ومن بعد جا وقت بوتفليقة, et maintenant ça va dans tous les sens, et je peux vous dire, moi ça m'inquiète. Mais est-ce qu'eux ne sont pas inquiets? Justement, vous savez que les fauves blessés, les fauves qui ont peur, ils deviennent plus dangereux. Est-ce que, tout à fait. Est-ce que, en l'occurrence, cette journée du samedi qui très vraisemblablement les panique véritablement, est-ce que nous pouvons considérer que si elle est massivement observée par une grande partie de la population, comme c'est le cas aujourd'hui pour le mardi et le vendredi, est-ce que nous pouvons considérer que la désobéissance civile aura commencé sans bruit ni trompette, puisque 3 jours de manifestation dans la semaine, dont 2 jours de travail, il n'y a pas plus désobéissance civile que ça. En tout cas, si elle n'est pas encore réfléchie. Et c'est sur ça que le pouvoir essaye de... Je pense qu'au départ, il se dit, voilà, on impose les élections, et puis tout le monde va se décourager et tout le monde va rentrer. Oui. Voilà. Il se trouve qu'après le 12-12, les gens sont restés dans la rue. Et c'est là où la grande panique du pouvoir. À mon avis, sa plus grande panique, elle est venue déjà là, déjà après le 12-12. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et qu'ils ont compris que ce peuple est déterminé. Déterminé à quoi ? Peut-être il ne sait pas pourquoi, parce que c'est ce qu'il nous reproche. Il reproche le harak راكم تخرجوا برا وديروا الفوضى وديروا المشاكل. Et il y a des gens qui écoutent ce discours, hein, qui sont réellement nationalistes. Hein. Moi, je ne leur jette pas la pierre. Oui. En toute naïveté. En toute naïveté. Sauf que là, les gens sont déterminés. Quand les gens sortent, ils pensent qu'ils risquent d'être arrêtés. Louaheb et moi, on était le 22 à Alger. Tu sors avec la probabilité d'être arrêté. Mais les gens sortent quand même. Et cette détermination fait peur vraiment au pouvoir. Et je termine sur le harak, pourquoi c'est important. Parce que ce qui l'inquiète aujourd'hui, moi je pense, hein, ce qui inquiète le pouvoir, c'est que ce harak commence à s'organiser. Tant que les gens sortaient partout, pour l'arrêt du processus, enfin du 5e mandat, l'arrêt de ceci. Mais là, on commence, on interdit une rencontre de la société civile. Le 20, Al-Harsha, elle a été interdite. Pourquoi on interdit qu'il n'y ait pas des représentants de la société algérienne, on interdit des rencontres. On interdit aujourd'hui aux groupes qui veulent s'organiser. Et ça, à mon avis, ça fait paniquer le pouvoir. Et justement, alors, si les Algériens partent pour cette 3e journée du Hirak, si c'est observé de façon massive, est-ce que cela
qu'est-ce que cela pourrait représenter de péril pour le régime? De façon, j'allais dire, analytique. Qu'est-ce que ça va provoquer comme effet sur le système, sur le pays, sur l'économie, sur l'ordre d'une façon générale? Justement, par rapport à la situation qui est prévue actuellement dans l'économie mondiale et la fragilité de l'économie algérienne, on risque d'arriver à une situation où l'État, en tant que tel, ne pourra plus assumer ses missions régaliennes dans l'administration publique par le manque de ressources, parce que ça viendra, parce que on est dans une économie ouverte, avec l'internationalisation des échanges, où notre premier fournisseur est la Chine. Actuellement, l'usine Chine est en arrêt. Elle ne fournit plus les... oui, l'économie chinoise est quasiment ralentie. Par rapport à la croissance mondiale. Et de ce fait, les répercussions, sachant que notre économie est mono-exportatrice à 97% des hydrocarbures, avec le double impact de la chute des prix et la baisse du volume, ça va être catastrophique et ça répercutera directement sur le maintien de l'ordre. Nous allons parler de cet aspect des choses. Mais pour ce qui est du 3e jour du Hirak, qu'est-ce que ça va influer réellement? En quoi ça va influer réellement sur l'économie algérienne, sur l'administration, sur l'ordre des choses, sachant que l'Algérie ne produit rien, de toutes les façons. Nous ne vivons que d'une monoressource. Il n'y a quasiment plus d'usines dans le pays, il n'y a quasiment plus d'agriculture, sauf quelques pôles comme ça qui font... Mais en quoi ce samedi pourrait-il devenir aussi menaçant pour ce régime? Et il est très certainement à voir les réactions de panique du régime. Moi, j'aimerais comprendre en quoi cela pourrait-il faire tomber la balance? Oui, en fait, sur le plan économique, alors du coup, s'il y avait un arrêt de travail, même s'il y avait peu de production, cela va diminuer de la production nationale, sachant que pratiquement on est à plus de... On dort des chiffres présentés par le gouvernement et les indicateurs économiques, ça va, on est à peu près dans les 30% du chômage endémique. Et en plus, avec une inflation pratiquement galopante, ça va diminuer un peu plus le pouvoir d'achat des Algériens et exacerber les tensions. Et cela peut déborder sur des réactions populaires qui seront légitimes à ce moment-là et aller sur des terrains immaîtrisables, sachant que la fragilité de l'État ne pourra plus répondre et maintenir la sécurité sur le plan de la disponibilité des denrées alimentaires, sur la sécurité au niveau de le sanitaire, notamment avec le coronavirus, et cela peut encore exacerber les tensions sociales et pourrait éventuellement faire exploser la situation. Moi, par rapport à un commentaire par rapport à ça, c'est que si le samedi se confirme, à partir de la semaine prochaine, on arrive au 4e samedi. Pour moi, une explication simple. Enfin, c'est que pour moi, la politique, c'est des rapports de force. Enfin, un rapport de force dans la rue, et en face, on a le régime qui veut se maintenir. Si on fait un retour en arrière, c'est la rue qui a fait dégager Bouteflika. Enfin, oui, peu importe la lecture qu'on veut faire. Et c'est la rue qui a imposé reporter les élections de juillet pour une première et une deuxième fois. Oui. Et pour moi, c'est cette rue, c'est ce rapport de force qui est créé dans la rue qui va continuer à faire en sorte que le régime va céder. Et peu importe, pour moi, l'abstraction faite de la crise économique et ce que veut nous vendre aujourd'hui le Premier ministre en faisant appel au patriotisme, entre guillemets, économique, on dit que oui. Voilà. moi, je ne crois pas du tout à ce que cette conjoncture mondiale par rapport à la baisse du prix du pétrole, pour moi, il n'y aura pas d'impact à court terme sur la situation macroéconomique algérienne. Parce qu'on ne produit rien. On ne produit rien, en fait, parce que les prix sont baissés de 25%, on arrive à $30 le baril.
les gens ont oublié, on a eu le même scénario en 2016. Hein. L'Algérie n'a pas disparu. Enfin, sur tout 2016, on a eu le prix du baril entre... on n'a pas dépassé les quarantaines de dollars. Et en fait, il faut juste expliquer... Mais le matelas financier des réserves Oui, de mais le change matelas, il est est toujours quand là. même assez Il y a encore 60 milliards de dollars. Enfin, moi, j'ai bien précisé à court terme, par rapport à la situation à court actuelle. terme, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'impact. Exactement. En fait, et conjoncturellement, enfin, juste ouvrir une parenthèse pour expliquer pourquoi les prix ont baissé, cette chute du prix du baril ce week-end. En fait, on sait bien que c'était un deal non négocié entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour stopper la production américaine et gagner des parts de marché. Mais quand on regarde structurellement l'Arabie Saoudite serait sortie de l'ère d'influence des Américains pour... Si. En fait, c'est tout béni pour Trump. La baisse, voilà. Parce que c'est un cadeau direct pour le pouvoir d'achat américain. Voilà. Donc oui, ça c'est direct. Et en fait, mais les Russes, contrairement aux Saoudiens, parce que le coût... Par ricochet, le coût de production d'un baril en Arabie Saoudite, c'est $5, 5 à $10. Et c'est entre 30 et $40 en Russie. Donc les Russes ne vont pas tenir longtemps. Absolument. Donc ce que je veux dire, c'est que cette conjoncture mondiale, il ne va pas durer. On va revenir sur les prix qu'on a connus il y a 2 semaines, 60, $80, parce que c'est ce qui arrange tout le monde. Abstraction faite de la crise du coronavirus. Si on arrive à trouver un vaccin d'ici la rentrée, c'est ce qu'ils annoncent. Donc, on dit bien qu'au niveau mondial, on va considérer 2020 comme une année plate, donc croissance zéro, mais il y aura une reprise en 2021. C'est pour faire un peu... Mais nous ne sommes pas concernés, nous. Voilà, c'est pour ne nous ne sommes pas des acteurs dans ce genre. Pour ne pas alimenter la peur et dire oui, voilà, c'est vraiment, on va rentrer dans une crise, donc il faut rentrer à la maison, on va baisser la mobilisation. Non, il faut encourager les gens à se mobiliser davantage. Et par rapport à la conjoncture, il faut dire que l'Algérie ne sera pas du tout impactée dans les 2-3 ans parce qu'on a... 2-3 ans, vous pensez? Oui. Vous pensez que les réserves de change vont durer autant? Oui, 60 milliards. Enfin, on fait juste très simple, 60 milliards. On a un déficit qui a été inscrit dans la loi de finances sur la base de $60, un déficit à 10 milliards. D'accord. Donc, si on garde, parce qu'il y aura une loi de finances complémentaire où il y aura une correction par rapport aux prévisions. Donc, si on fait juste, des calculs simples, si on fait un déficit à moins 15 sur 3 ans, donc ça fait moins 45, abstraction faite du fait que il n'y aura pas de remontée. Si on garde le prix à 30, $40. Et il faut juste, je vais profiter du plateau pour dire quelque chose qui est important. Quand on parle des importations algériennes, en fait, moi j'ai fait l'exercice tout à l'heure, c'est tout le monde qui peut le faire, c'est des données officielles, tout le monde a accès. Quand on détaille les importations algériennes, de toute importation confondue, on a 13 à 15 milliards de dollars qui sont inscrites en autres dans les statistiques officielles des douanes. D'accord. Mais le détail de ce autre, qui n'est jamais rendu officiel, on sait bien, c'est l'importation des armes à travers d'autres sources. On sait bien que l'Algérie importe 6 à 8 milliards de dollars d'armes. Ça, c'est officiel. Par an, c'est officiel, mais même si on n'a pas les données. Il y a 3 à 4 milliards. En plus, sans compter les dotations militaires, les équipements militaires, les radars, les trucs qui rentrent... Ça, c'est les 6 milliards, c'est des importations pures de matériel. De matériel militaire. Oui. Et peut-être le même montant en dollars, tout ce qui est contrat de maintenance et de formation. Il faut savoir que le ministère de la Défense algérien, c'est l'un des rares ministères qui continue à former à très haut niveau les officiers. Tous les officiers qui passent au grade commandant, la plupart font une école de guerre soit en France, à Saint-Cyr, soit en Russie, soit aux États-Unis et dernièrement en Chine. Et ça coûte énormément. Pour apporter de l'eau à votre moulin, par exemple, quand vous achetez un MiG, le pilote du MiG, il faut le former, le reformer. C'est des recyclages. C'est des recyclages qui coûtent très cher.
Les en vols charge. d'essai, quand vous envoyez un MiG faire un vol d'essai, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Et hein, les c'est- formations pour les officiers et les officiers supérieurs, il faut savoir que même les familles sont prises en charge. Il y a des Absolument. officiers et Puis tout c'est ça. au long cours. C'est des Au stages long cours, c'est 2 ans, Ouais. avec 24 à 3 ans. Et Oui, ça- mais c'est cette autre, et ça, à c'est part autre. ces armements Donc, qui c'est- viennent oui. de... Ce autre représente 15 milliards de dollars inscrits dans la loi de finances. Et c'est quoi, en clair? En clair, c'est autre, je disais, c'est autre, c'est les Bon, une armes. partie des armements. Et le transfert en formation, c'est ce qu'on appelle l'achat des Ah, services. Ben oui, parce d'accord. que C'est un fourre-tout dans Ben oui, lequel on met fourre-tout. des choses peu avouables, quoi. l'achat des services, par exemple. Ouais. L'achat des services, on n'en Packaging, parle ouais. jamais. Oui. L'achat des services, en fait, les ministères oui. algériens, les banques étrangères installées en Algérie, les entreprises étrangères qui sont installées en Algérie, toutes les entreprises installées en Algérie, enfin les expats et tout ce monde économique fait des transferts à l'étranger. Enfin, les études que les cabinets ministériels achètent algériens, ça coûte hyper cher. Moi, j'ai travaillé dans le conseil, j'ai travaillé en Algérie et je connais les chiffres. C'est hyper cher. Ça coûte hyper cher. En plus, on paye, pour voir, une grandeur échelle, c'est un consultant, on le prend à 3 000, 4 000 dollars jour, sans compter les frais de séjour. Et Jour? Oui. Et les frais de séjour, c'est à 1000, 1500. Ça, c'est des chiffres officiels. J'ai vécu. Et tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Et ça, on n'en parle jamais. Mais à chaque fois qu'on en parle des importations, on dit où le lait, le blé et tout. Ouais. Donc on focalise. Voilà, Voilà, exactement. Donc on se focalise sur pour ce qui touche le citoyen. C'est Mais moi, ce qui m'étonne, c'est ce chiffre que vous avez donné entre 2 et 3 ans. Les de réserves de change qui peuvent tenir jusqu'à 3 ans. Oui. Moi, je vais Moi, je vous veux poser dire- une question, Oui. toute simple. Oui. À supposer que le prix du baril ne remonte pas, qu'il reste dans ces Oui. environs-là. Lorsqu'ils avaient une moyenne de 60 dollars par baril, Oui. 60, avec leur seuil incompressible de 60 à 70 milliards de dollars Oui. an, ils avaient besoin de prendre des réserves de change un minimum de 30 dollars par an. 30 milliards Oui. de dollars par an. Oui, mais qu'est-ce qu'on finance en contrepartie? Oui. Ben, il faut regarder ce qu'on finance. Parce qu'en fait, il faut expliquer peut-être avec notre ami. Il y a les réserves de change. Enfin, les réserves de change, c'est quand on achète à l'étranger des produits, on paye des services. Donc, il D'accord. me faut une devise. Oui. Donc, soit je l'ai parce que j'exporte du pétrole, sinon j'emprunte ou... Oui. Voilà. Mais après, sur les revenus que l'Algérie, par rapport aux revenus de pétrole, il y a la fiscalité pétrolière, Oui. qui est importante aussi, parce qu'il y a la reconversion de ces dollars en dinars internes. Voilà. Et c'est ces dinars qui permettent de faire fonctionner le budget de l'État. D'accord. Et quand on regarde le budget de l'État, moi j'ai pris des chiffres, c'est des chiffres qui existent dans toutes les lois de finances. J'ai fait un exercice tout simple avant de venir. Entre 2005 et 2020, le ministère de la Défense est passé de 3 milliards de dollars en budget de fonctionnement à 11 milliards en 2020. Oui. Alors que le budget de l'éducation n'a bougé de 50%. Hier, un invité nous a parlé par exemple, du ministère des Moudjahidines. Moudjahidine a Et doublé. Non, On plus, passe d'un plus, milliard. plus, je crois Non, que j'ai c'était- les chiffres. Ah, j'ai les d'accord. chiffres. Entre 2005 et 2020, ça a doublé. Il y avait 1 milliard, là on arrive à 2 milliards de budget. Et en fait, tout ça en fait, c'est pour répondre au Non, Premier mais ministre. la question que je voulais poser, ça veut dire, eux, Oui. on est d'accord pour que... Juste, Oui. Jamal, Oui. si vous permettez, c'est russe paribus, c'est toutes choses égales par ailleurs. Si on reste à la limite du prix du pétrole sur lequel est indexé le budget de l'État, il n'y aura pas d'impact à court terme. Mais là, il descend le prix d'index du budget de l'État, et je pense, je n'ai pas le chiffre exact, mais il est à 49 dollars. La À finance ce- a été construite à sur 50 dollars de à baril. 50 dollars. Ouais. C'est-à-dire, pour arriver à couvrir le budget de l'État, la loi de finances 2020, il faut y aller chercher de l'argent. Chercher pour couvrir l'écart entre
le prix du pétrole de $50 et toutes les baisses qui pourraient y en avoir en dessous. C'est là où ça. C'est la question qu'est-ce qu'on dépense et c'est où là où va c'est- l'argent. Non, mais ma question à moi, elle est beaucoup plus simple. Oui. C'est là où C'est il y la aura- question lambda. Oui. De combien d'argent ils ont besoin chaque année? Quel est le seuil incompressible au-deçà duquel ils ne peuvent pas descendre, sinon provoquer une explosion? C'est 60 milliards. Parce que c'est 60 milliards de dollars au moins. Au moins, parce qu'en fait, Ça peut aller jusqu'à 70 milliards. si on restait au même train de Incompressible. vie actuel 60 milliards. et avec un prix de, En exportation. Non. En budget de fonctionnement. Quel est leur seuil de financement, tout financement incompressible? Ça veut dire leurs besoins en devises pour pouvoir faire tourner un pays qui ne En tourne devise ou en qu'en dinar? devise. Non, oublions le dinar. Oui, c'est ça. Oublions le Ça dinar. réfléchit en devise. Oublions le dinar. Le dinar sert à Oui, mais payer en les contrepartie, fonctionnaires, à oui, entretenir les Il y a caisses de une retraite. relation directe entre les réserves d'échange actuellement, sachant que l'Algérie, la seule ressource, c'est Le pétrole. le pétrole. C'est le C'est-à-dire, sachant qu'on a épuisé tous les leviers qu'on avait avant, avec la planche à billets, les financements conventionnels et non conventionnels aujourd'hui. C'est-à-dire, si on continue sur la même trajectoire de la baisse des prix du pétrole, on sera obligé soit de réduire drastiquement le train de vie de l'État, et ce qui va se répercuter directement Entre autres grosses mesures. Grosses Pas mesures. seulement l'arrêt Grosses- des recrutements, Ça- le dégraissage de certains secteurs. Elle sera en cessation de paiement parce Oui, qu'elle oui, ne oui. pourra plus Faillite. assurer les salaires des fonctionnaires. Et n'oublions pas un élément qu'on n'en parle pas assez souvent, la dette interne du pays, parce qu'il y a la dette externe qui est actuellement à zéro, mais il y a la dette interne des trésors publics par rapport à la planche à billets dont ils ont... Qu'il faudra éponger. Et il faudra éponger. Et cela, parce que je dis toujours, hein, l'Algérie ne vit pas dans une crise économique, elle a une crise d'économie. Il n'y a pas d'économie. Tous les agents... Moi, la question que se pose tout le monde, je n'arrive pas à l'exprimer, je ne suis pas économiste comme vous, mais de combien d'argent a-t-on besoin en devises, en dollars, par an? En fait, si je reconvertis pour vous donner des chiffres simples, la loi de finances pour 2020 a inscrit 40 milliards de dollars en budget de fonctionnement. Non, salaire. tout budget compris, fonctionnement, équipement et tout. En tout 55 à 60 milliards. À 60, on va prendre 60. De fonctionnement. Combien quelles sont leurs recettes? Il faut prendre en considération. Non, on ne va Après, pas compliquer les on choses. va- Notre seuil incompressible est de 60 milliards, supposons. Quelles sont leurs ressources, leurs recettes qui proviennent des ressources hydrocarbures par an en ce sur moment? 60, c'est 20 milliards. 20 milliards. Donc un tiers, 35% de 20 la milliards. recette fiscale D'accord. pétrolière. Donc ils doivent prélever 40 milliards des ressources. Le reste de la fiscalité ordinaire, ce qu'on Voilà. appelle la fiscalité ordinaire. Donc, Oui. en l'état des choses, nous avons besoin de prélever 40 milliards de dollars par an pour combler le manque à gagner, pour atteindre ce seuil incompressible dont a besoin l'État pour fonctionner. Mais c'est pas statique. C'est pas statique. Mais c'est à peu près 60 milliards, c'est à peu près 40 milliards qu'on prend chaque année, ou 35. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Oui. Alors, donc, ça ne peut pas mettre 3 ans, puisqu'il n'y a plus que 60 Non, milliards. c'est ça. dans le- Les 60 milliards, c'est les devises. De devises. Mais, C'est les devises, mais c'est moi, pour je ne parle que importer. des devises, je ne parle pas du dinar. Le dinar, vous pouvez en fabriquer autant que Non, vous voulez. non, Parce que, non, c'est- non, attendez, on peut pas. attendez. Quand je vous paye en dinar, je n'importe rien avec du dinar. Oui, On est mais d'accord je crée sur de la ça. monnaie, mais je Par crée de la contre, monnaie, ce par dinar, contre, je le vous, crée. quand je vous paye en dinar, vous allez consommer des choses que moi j'ai importées avec des devises. On est d'accord? Oui, mais en fait, juste faire un peu la monnaie. Oui. C'est quelque chose qu'on crée, c'est de l'imaginaire. Enfin, on s'est mis d'accord d'utiliser des billets, des pièces, c'est conventionnel. Voilà, c'est la monnaie fiduciaire. On le crée. Et ce pouvoir de création de la monnaie, c'est un pouvoir régalien de l'État. Oui. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas créer d'une manière indéfinie de la monnaie. Bien sûr. Parce que c'est le cycle inflationniste qui revient. C'est pour ça qu'en 2000, quand Ouihia a fait, a fait appel à la planche à billets, le risque de
tous les économistes l'ont signalé, c'est que Comment il l'appelait, lui, déjà, le financement non conventionnel. Non C'est ce qu'on appelle conventionnel. non conventionnel. Donc, parce que le financement conventionnel, ça repose sur de l'économie réelle. Absolument. J'exporte du pétrole, j'ai des revenus en dollars, que je reconvertis l'équivalent en dinars et je les mets dans l'économie. Voilà. Ça, c'est Voilà. conventionnel. Ou sinon, je produis en interne, enfin, j'ai une usine en interne, toute la valeur ajoutée de la création du produit jusqu'au consommateur avec la TVA, ce qu'on appelle la taxe de valeur ajoutée, c'est ce qui fait que je crée de l'économie réelle et que je calcule dans mon PIB. En dehors de ça, on a ce qu'on appelle le fonctionnement, la création non conventionnelle. Ce n'est pas une invention algérienne, ça a été fait en Europe en 2012-2013, mais ils ont arrêté. C'est un euphémisme pour Parce dire que le planche problème, habillée. c'est qu'on peut en créer, mais le problème, c'est que quand on a une économie comme la nôtre entière, c'est qu'on importe tout de l'extérieur, donc on finance des produits à importer, comme vous venez de le signaler, et ça crée ce qui est redouté de toutes les L'inflation. économies, c'est une inflation. L'inflation, c'est que c'est surenchère d'augmentation des prix et de demande d'augmenter les salaires. Après Mais c'est augmenter le les cas prix. aujourd'hui. C'est le cas. Et là, dans la loi de finances, parce que en fait, pour comprendre, pour que les gens comprennent, il faut simplifier, c'est qu'en Europe, dans le traité de la constitution de la Banque centrale européenne, c'est l'objectif central de la Banque centrale européenne. C'est la seule mission par rapport à la différence par rapport à la Fed américaine. En fait, l'objectif central du traité, c'est d'avoir une inflation entre 1 et 2%. Et le fait d'avoir la Banque centrale à Francfort, ce n'est pas par hasard. Les Allemands ont tout fait pour que la Banque centrale européenne soit en Allemagne. Ils ont tout fait parce qu'il y a eu le traumatisme des années 20 d'inflation. Et ça, c'est resté dans l'imaginaire collectif allemand. Donc le seul rôle de la Banque centrale européenne, c'est d'avoir une inflation entre 1 et 2. Si vous revenez sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, vous allez voir en Europe, ça n'a jamais dépassé 1 et 2. C'est ce qui permet, parce qu'une inflation négative, ce n'est pas bon pour ce qu'on appelle l'inflation, ce n'est pas bon pour l'économie, mais une inflation trop importante, au-delà de 3%, c'est encore catastrophique pour l'économie. Donc on la maintient entre 1 et 2%. Et la nôtre, Et la d'après Fed, votre juste pour que évaluation les gens comprennent, le mandat de la Fed, Oui. contrairement à la Banque centrale européenne, le mandat de la Fed, il est dual, ce qu'on appelle une dualité de mandat. La Fed, il a l'objectif de maintenir un certain niveau de croissance, d'inflation, mais il n'est pas précisé, et l'objectif de croissance. C'est pour ça qu'aux États-Unis, à chaque fois, on baisse les taux, des fois, on injecte en même temps de l'argent sur l'économie, ce que ne peut pas faire la Banque centrale européenne parce qu'il a cet objectif de maintien de l'inflation. Et par rapport à l'Algérie, si on voit que c'est ce qui est inscrit dans la loi de finances, c'est légal. Enfin, on est à 5% en 2020. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. 5%. Ça, c'est inscrit. Non, c'est inscrit. Mais la réalité, elle doit être La pire. réalité, donc ça, si on fait appel à la planche à billets en 2020, donc là, on va exploser, on va en arriver 7-8, donc on va rentrer dans une vraie crise économique. Mais la question, est-ce que, parce que moi je suis un peu comme M. Benchenou, je ne suis pas très économiste, mais un pouvoir, il sait tout ça, ça veut dire c'est lui qui cherche la faillite du pays, c'est pas le Hirak qui marche le vendredi. On est d'accord. C'est ce qu'on Oui, ça qu'on voilà, cherche non, le mais c'est vendredi. très bien. Bah oui, c'est ce que, mais c'est ce bah, que, c'est ce que, ben, ce que voilà. les gens. Donc bah, moi, ça me paraît, moi sincèrement, je fais de la politique, je ne suis pas une spécialiste de l'économie, mais quand je t'entends parler de tout ça, je me dis c'est vraiment le pouvoir qui cherche la faillite du pays depuis des années. bah, parce C'est qu'on a, pas on a Qui possible. tout cherche, qui construit. est tellement incompétent qu'il ne peut pas faire. Parce qu'on a Oui, mais je ne pourquoi on a sais pas construit s'il n'est pas une économie incompétent. Parce que les Non, gens. mais l'incompétence ne fait aucun doute. avec des Non, mais je ne sais pas Incompétence si. polyvalente et hyper intégrale. Il est incompétent. Parce que y les compris gens- pour, C'est plus les responsabilités. C'est ça, Parce c'est que ça, je pense qu'il ouais. y a de la compétence, Oui, mais oui, je pense. pour maintenir le système et continuer à bénéficier de ses largesses avec toute sa clientèle exactement. très important. Et ils mettent des politiques et des stratégies qui s'avéraient avec le temps ne servent que une frange qui est le Alors, pouvoir. nous allons rester dans l'économie, mais je vous demanderai d'être un peu, d'être un peu lambda avec nous, de nous expliquer, Ben oui, de ne parce pas que- trop compliquer le jargon, pour que nous puissions comprendre, et avec nous, nos amis qui nous regardent. Mais avant ça, je vais vous montrer, ou plutôt vous faire écouter une bande audio qui vient de nous parvenir
de ce monsieur Beljoud, le ministre de l'Intérieur. Écoutez bien ce qu'il dit, écoutez-le. أنا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود خلال تدشينه لمقر أمن دائرة أورلال بولاية بسكرة احترافية سلك الأمن الوطني سيما في التعامل مع الحراك محذرا من بعض العناصر ذات النوايا السيئة حسبه المدعومة من بعض الدول الأجنبية والتي تحاول تحطيم ما توصل إليه الحراك. هذا الناس لهم نوايا والنوايا واضحة، هي تهديم البلاد، هي الرجوع إلى السنوات الماضية، إدخال البلاد في مشاكل. هذه العناصر طبعا معروفة وهي مدعمة ببعض الدول الأجنبية كإسرائيل، فيه دولة أوروبية أخرى كذلك، فيه دولة عربية كذلك. إذن على الشعب الجزائري أن يكون يقظ، سلك الشرطة يتابع في الأمور بكل احترافية. كمال بلجود دعا الشعب الجزائري إلى اليقظة والالتفاف حول رئيس الجمهورية. Vous avez écouté ce qu'il a dit? Non seulement il a dit les menaces qu'il a pour nous replonger dans les années 90, le sang et tout, mais surtout il a montré du doigt des pays qu'il a cités. Enfin, il en a cité un, il parle d'Israël, l'éternel pays complot. Hein, mais il nous dit aussi il y a un pays européen. Vous savez, avec la France, ils entretiennent des relations très ambiguës. Je t'aime, je te hais, je t'aime moi non plus. Un jour, ils lui font la cour, ils ont besoin de lui pour bénir des élections. Un jour, il lui tombe dessus, il le désigne. Et il dit un pays arabe. Donc, allez, chacun devine ce qu'il veut. Les voisins, peut-être. Comme vous, de toute façon, eux, généralement, ou c'est le Qatar ou c'est le Maroc. Voilà, Donc, ils ne cherchent pas Dans l'autre. le cadre des relations diplomatiques, pourquoi ils ne font pas venir, s'entretenir avec leur consul, comment ils font d'habitude les pays Oui, ils respectés. convoquent l'ambassadeur. Ils convoquent l'ambassade. Ouais. À partir du moment qu'ils savent qui est ces pays qui essayent de perturber l'Algérie via le Hamas et qu'ils les invitent à s'expliquer par rapport à, Mais à cette parler menace. d'Israël maintenant, dans une telle situation, c'est incroyable. C'est plus que du mépris. C'est y a rien qui a changé du dans mépris leur pour pratique. l'intelligence des crapauds. Non, mais après, il peut dire, moi personnellement, je suis dans le Hirak dès le début, je suis parti à Gaza, je suis parti à Jenin quand ça a été bombardé au prix de ma vie. Donc je suis une militante, je suis décomplexée par rapport à cette question. J'ai même été arrêtée dans les frontières israéliennes, hein. J'ai failli... gros. Donc je suis très à l'aise, hein. Je suis très très à l'aise. Et quand je dis je, beaucoup des gens du Hirak, quoi. On est très à l'aise parce que quand on se révolte contre l'injustice chez nous, c'est normal qu'on est contre l'injustice dans le pays, partout là dans où le monde. là où l'homme subit l'injustice. C'est ce désir qui m'a emmené à aller au prix de ma vie à Jenin pour reconstruire un centre qui a été bombardé, qui a fait que je refuse l'injustice dans mon pays. Donc nous, on est décomplexés par rapport à ça. Moi, ils peuvent vérifier. Mais lui, il vous dit que c'est le Hirak, c'est Israël. Avant, il faisait des allusions à des parties étrangères qui tirent des ficelles pour dévaster l'Algérie, la saccager, la détruire, la séparer. Mais là, il cite Israël et un pays arabe et un pays européen. En fait, c'est les vieilles recettes qui ne marchent plus. Mais c'est incroyable, de revenir à un tel stade. C'est ce qu'on a fait pour Khaled Drani, pour le discréditer sur les réseaux sociaux. Incitation à attroupement. Non, on a pris une photo, il a interviewé un responsable de l'ambassade de France et dit oui, voilà, c'est le caniche, entre parenthèses, de la France. Enfin, c'est des recettes qui sont dépassées par la rue. En fait, les gens, maintenant, ils savent où ils vont. Ça, c'est important, parce que c'est clair. Les slogans, depuis un an, ils sont là, c'est clair. Mais il dit que le président a satisfait les revendications de Hamas. Non, ce n'est pas vrai. On dit que la souveraineté, le retour de la souveraineté au peuple, c'est clair. Ça veut dire, exactement, lui il dit Tebboune a satisfait toutes les demandes du Hirak. Mais le Hirak n'a pas demandé à triturer la Constitution. De toute façon, elle a été triturée 1001 fois. Le Hirak a demandé un processus constituant. Ça veut dire avec une assemblée constituante, désignée par le peuple, avec des gens représentant le peuple qui font les lois, par leur parlement de pacotille, après un référendum. Mais alors... ce que je voulais vous dire pour revenir à l'économie, parce que j'ai deux économistes, nous allons en profiter.
Est-ce qu'il est juste de dire que nous sommes un pays exclusivement rentier, nous avons une économie exclusivement rentière, que nous ne créons aucune richesse littéralement? Pour vous répondre, je vais vous répondre par un exemple très très significatif. C'est ce que en fait le régime veut. Comment on crée l'économie rentière et comment on alimente les circuits de corruption. C'est ce qui est important à comprendre. C'est que, par exemple, le lait, toutes les études au niveau de l'OMS pendant les 10 dernières années le disent que le lait pour adultes n'apporte rien nutritivement et pour la santé. Bien au contraire. Bien au contraire. Enfin, c'est prouvé qu'il y a le lait maternel pour le bébé. On dit même que l'homme est le seul animal adulte qui prend du lait qui ne soit pas de sa mère. Exactement. Ah, bon, voilà. Et on a créé dans l'imaginaire collectif que le lait, c'est un produit de nécessité absolue. Et on le subventionne, on dit, voilà, l'État vous vend le lait, au lieu de l'acheter à 50 dinars ou 60 dinars le litre, on vous le vend à 25 dinars. Donc on crée tout ce mécanisme des prix et de dépendance. De dépendance. Ouais, ça veut dire le lait, l'addiction, vous avez besoin. Et dire, voilà, c'est comme l'État paternaliste, dire, voilà, moi je vous offre du lait, du pain, même le pain blanc que la baguette qu'on consomme en Algérie, elle n'apporte rien nutritivement. C'est vraiment... Bien au contraire. Bien au contraire. Et si vous regardez la balance des importations en produits alimentaires, sur 2020, 8 milliards inscrits pour être importés, 50 milliards, enfin il y a 35% de blé et 15% de lait. Donc 4 milliards entre le lait et le... Après on dit oui, voilà, maintenant il y a une crise mondiale, le blé et tout. En fait, pour expliquer, en fait, l'Algérie, par exemple, pour les minoteries, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de minoteries qui ont été créées en Algérie. Ouais. Et entre autres, Ben Amour qui a été en prison parce qu'il exportait des pâtes subventionnées en France. Ouais. Même en France, il y a des pâtes à Ben Amour. Il n'y a pas que ça, il y a l'avoine, il y a le son, il y a des choses. En fait, il faut savoir que l'État algérien paye 4500 dinars le quinto pour les agriculteurs, alors qu'on l'importe à 2800 dinars. En fait, et tout ça, ça crée des circuits de corruption énormes. L'OAIC, il faut savoir que l'OAIC, 1 milliard de dollars qui sont donnés pour l'OAIC, pour les subventions. Et tout ça, ça crée une clientèle. C'est ça la clientèle du régime. Ça crée des gens qui sont là. Mais le problème, c'est que vous avez cité des produits, lait, pain, peut-être aussi pommes de terre. C'est parce que l'Algérien... peut-être à 60 ou 70% des Algériens, ils ne vivent que de ça. Ils ne peuvent pas s'offrir le luxe d'aller manger de la viande. Non, c'est faux. En fait, c'est faux. Ah bon? Moi, j'ai vécu ma petite enfance en Algérie, si je me rappelle bien, les prix des produits maraîchers. La tomate, depuis que j'étais enfant, entre 15 dinars et 200 dinars quand le rama ou la courgette, les produits maraîchers en général. Ouais. Le prix fluctue entre 20 et 150. Ouais. Et c'est le cas aujourd'hui, après 30 ans. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Les produits maraîchers au prix réel, pas au prix nominal. Donc, en tenant compte de l'inflation, c'est que la tomate, par exemple, ou la salade, ou la courgette, ou les haricots verts, ont perdu peut-être 1000% du prix réel. Parce que 50 dinars en 98 ou en 96... ne représentent pas la même valeur aujourd'hui. Exactement. Oui. Et pourquoi on ne pousse pas les gens à aller manger des produits maraîchers, c'est du frais? On a Biskra, il peut alimenter même l'Europe en produits maraîchers. Oui, mais attendez, le problème, et j'aimerais que la discussion tourne, le problème est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ignorent, moi personnellement je l'ignorais, on me l'a appris, des économistes comme vous, que certains produits maraîchers par exemple, ou comme le poulet par exemple, qui sont produits en Algérie, qui sont produits. Donc, on pourrait être tenté de dire « Ah, mais nous créons de la valeur et nous créons de la valeur ajoutée. » Il n'en est rien. Quand vous prenez le poulet, qui dit poulet dit aliment du bétail, médicaments, les antibiotiques et tout ça est importé. Ça veut dire c'est importé à quasiment 100%. Donc, vous transformez une matière que vous avez importée en poulet de chair. C'est la même chose pour le pain, c'est la même chose pour les fruits et légumes.
La plupart sont quasiment importés. Si vous faites une décomposition des entrants, la plupart des entrants ont ce été... qu'il dit, Waheb, moi j'entends, effectivement, ça c'est un choix politique, effectivement, il faut le prendre. Il faut le prendre dans la construction, dans la gestion et dans l'investissement de ce pays qu'il faut changer. Mais ça veut dire il faut des efforts, ça veut dire il faut de la rigueur, et ça veut dire qu'il faut du sérieux. Il faudrait qu'on éduque dès la petite enfance. Ici en Europe, de plus en plus de personnes mangent des légumes et des fruits, ne mangent plus de viande, ne mangent plus, parce que les viandes sont remplacées par les lentilles sont meilleures, on peut manger un peu, juste pour dire que c'est une culture sur laquelle qu'il faudrait éduquer les gens. Je crois que c'est le sujet d'une autre émission, si jamais... Non, mais c'est important. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on dirait qu'on est en train de nous embrouiller. Oui. Juste parce qu'en fait, on ne dit pas qu'il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de capacité de l'Algérie de produire. On dit qu'il y a une absence flagrante de l'encadrement de l'activité économique. C'est ça. Parce que on est d'accord. L'Algérie a toutes les ressources nécessaires, que ce soit en termes de matières premières, en termes de ressources humaines. Hein, les Algériens, ils ont démontré un peu partout ailleurs, quand on leur donne la possibilité de démontrer leurs compétences, ils le font de manière irréprochable. C'est le souci que, par ce que j'ai dit au départ, qu'on a une crise d'économie. Ça veut dire qu'il y a l'absence de structure, c'est un problème structurel. Le marché, par exemple, des biens et services dont tu parles, était inexistant, l'organisation de ce marché. Alors que les trois piliers d'une économie qui se respecte, vous avez le marché des biens et services, le marché de travail, ce qu'on a actuellement, qui sont mal organisés, et il n'y a aucune politique derrière à long terme. C'est très important de penser les choses à long terme. Et le troisième pilier qui est plus important parce que ça fluidifie la vitesse de la circulation de l'activité économique, qui est le marché des capitaux, est inexistant parce que c'est très... On voit à l'échelle, parce qu'il y a deux types d'économies actuellement dans le monde. Hein. Il y a une économie d'endettement, celle qu'on peut illustrer avec l'économie française où les intermédiaires bancaires tient une place très importante dans le financement de l'économie, et l'économie de marché américain ont recours au marché des capitaux pour se financer. Nous, ni l'une ni l'autre, depuis 1989, on ne sait pas où on va. C'est-à-dire, le système bancaire est sclérosé, il n'y a pas de financement d'activité. Quand il y en a, c'est dans l'objectif de corruption tel que les programmes de l'ANSEJ pour financer la clientèle qui sert le système. Alors, l'exemple que Jamel a donné par rapport aux entrants, la plupart, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé du problème du fournisseur principal de l'Algérie qui est la Chine, la plupart de ces entrants, ils viennent de la Chine. Et si la chaîne s'arrête, demain, et c'est dans les plus brefs délai, c'est à court terme, ça va impacter le peu de production qu'on a et ça va impacter sur ce qui est des produits alimentaires, les intrants ne viennent pas de Chine. Eh bien, par rapport au peu de production, laquelle, dans l'agroalimentaire, à peu près 1,7 des exportations de l'Algérie, pour revenir à ta question initiale, l'économie algérienne est dépendante pratiquement à 80% des exportations des hydrocarbures. Et bien sûr, le reste, ils viennent bien sûr des extraits. C'est l'économie de bazar avec laquelle il faut finir, quoi. Le souci principal de l'économie algérienne, ou l'absence de l'économie algérienne, c'est on ne peut pas dissocier la politique et l'économique, et bien sûr, l'un influence l'autre, c'est que le support qui porte l'activité économique est inexistant, qui est l'administration publique et bien sûr la gestion catastrophique des différents gouvernements. Alors, j'ai une question, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, une question que nous ont posée nos téléspectateurs, qui revient toujours, au sujet de cette politique du soutien des prix.
les soutiens des prix dits de première nécessité. Ce qu'on appelle transferts sociaux. Voilà, les transferts sociaux. Alors, est-ce que, d'abord, le régime va pouvoir avoir les moyens de continuer dans une même politique? Rappelons que la plupart de ces produits dits soutenus, pour la plupart, ils changent de destination. Ça veut dire soit ils vont chez les riches, par exemple le sucre, celui qui en profite le plus, c'est les industries alimentaires, le chocolat, la limonade, le gâteau, etc. Ou alors, la plupart des produits soutenus, peut-être une bonne moitié selon certains, va dans les pays limitrophes, puisque leur bas niveau de prix les rend très attractifs. Alors, d'abord, est-ce qu'il va avoir les moyens de continuer dans la même politique? Et s'il doit changer, comme il est en train de l'annoncer, c'est-à-dire il est en train de dire, moi, je vais cibler les familles qui ont besoin de ce genre de soutien et je vais leur verser directement dans la poche. Alors, à votre avis sur ce point? Sur ce point, ce qu'on appelle les transferts sociaux globalement, parce que généralement, c'est ce que je veux bien, ce que j'aime bien à chaque fois qu'on revient aux fondamentaux et ne pas trop tomber dans ce que j'appellerais le populisme, même si je... Bien sûr. En fait, parce que quand on parle de transferts sociaux, on pense aux subventions et on pense aux subventions du pain et du lait. Oui. En fait, quand on décortique les chiffres, le gros des subventions en Algérie, les transferts sociaux, c'est l'électricité et le gaz. Ils sont soutenus aussi, oui, hein, bien ils sûr. sont subventionnés. D'accord. Oui. On paye beaucoup moins que leur propre valeur. Oui, quand vous avez quelqu'un qui a 5 étages et en plein été avec 40 climatiseurs, c'est normal que son voisin, qui peut-être qui n'a pas même pas le réfrigérateur pour refroidir de l'eau en été, voilà. Donc par rapport au principe des subventions ciblées, moi je suis partisan du revenu universel. Parce que pour moi, ça peut être un moyen de redistribuer ces 30 et d'une manière ciblée. Moi je suis pour l'idée d'un revenu universel, mais il faut après discuter. Mais ça dans un état démocratique. Ils auront les moyens organisationnels. Oui. Vous savez que pour redistribuer, c'est énormissime. Il faut être hyper développé, avoir une administration très pointue, une parfaite connaissance du terrain. Il y a des mécanismes. Après, je rejoins mon ami pour dire que tout est une question politique. Pour moi, une économie sans justice indépendante, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. De parler d'économie, si on n'a pas mis les fondamentaux, pour moi, les fondamentaux, c'est quoi? C'est la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. Une justice indépendante et une administration neutre. Après, on peut en débattre sur les questions idéologiques libérales, ultralibérales, ou tout ça. Pour moi, ça vient après. Mais juste pour que les citoyens comprennent que des fois, l'État, pour maintenir certaines fixations, donc on part sur le détail, mais on n'en parle jamais sur l'essentiel. Le grand budget en Algérie, c'est le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une réalité. Oui. Et le ministère des Moudjahidines, je ne vois pas pourquoi 2 milliards de dollars pour le ministère des Moudjahidines. Ils font quoi avec? Surtout quand on sait qu'un grand nombre... Et dire que, voilà, demain... Après 62. Voilà. Est-ce qu'on continue à subventionner le pain ou pas? Ça, c'est anecdotique et c'est un détail. Mais est-ce que... Et la question est pour trois. Est-ce que le régime a les moyens de cette politique annoncée? Parce qu'il faut une organisation énorme pour pouvoir redistribuer ça, alors que le régime algérien est connu pour sa incompétence crasse. Oui. Et il échoue tout ce qu'il entreprend. Donc, j'ai peur qu'il n'aura plus rien, il n'aura plus la capacité de financer quoi que ce soit. Parce qu'avec ce qui peut arriver, ce n'est pas pour faire peur, c'est une réalité. Concernant les subventions, surtout des produits de première nécessité, franchement, c'est un débat philosophique entre les écoles et on ne peut pas l'aborder rapidement pour en parler un peu plus en détail. Moi, je suis pour le maintien, parce qu'en état actuel... Des produits subventionnés qui profitent... aux patrons de l'usine de limonade, de sucre. Oui, ils profitent, mais aussi ils profitent pour les Algériens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Ouais. Si on leur lève que... ils n'ont plus autre chose que ça.
C'est-à-dire, si on l'enlève, ça veut dire que ça va se répercuter forcément sur leur pouvoir d'achat. Et sur la sécurité nationale, ça va être une explosion. Bien sûr. Après, je suis pour assigner le système de redistribution des transferts sociaux. À ce moment-là, dont on parlait avant, c'est l'administration. Tout est lié à la volonté politique et la mise en place d'un état de droit qui garantira à tout le monde une répartition de la richesse juste à tous les Algériens, donc et sans discrimination aucune. C'est-à-dire, là, à ce moment-là, avoir une économie saine qui fonctionnera le plus normalement du monde. Et à ce moment-là, on arrivera à un niveau, c'est le programme politique qui l'apportera, à ce qu'on maintient les transferts sociaux comme ils sont, ou bien passer à autre chose. Je suis pour le revenu universel, mais je pense qu'actuellement, par rapport à la situation de l'économie algérienne et de l'administration, on ne pourra jamais le mettre en place. Jamel, peut-être Oui. une phrase, Oui. pour répondre à votre question. Le sucre, vous l'avez bien dit. Oui. En fait, on est en train de créer proliférer le diabète en Algérie. En fait, il y a plus de 300 fabricants entre guillemets, boissons sucrées. Oui. En fait, moi, j'ai parlé une fois avec un grand patron d'une fabrique des jus et tout. Il m'a dit une fois, ils ont lancé une fois un jus, parce qu'il y a une différence entre le jus et la boisson. En Algérie, 99% c'est de la boisson. Il n'y a pas de jus en Algérie. Donc, ils voulaient faire du jus 100%. Oui, ça marche pas. Extrait des fruits. Quoi, Pourquoi? ou des légumes. Parce que c'était pas Ils sucré. sont habitués. Les gens, oui. Ah oui. Oui. Parce qu'il y a Donc, une surconsommation, on est addict au sucre. Boire de la boisson subventionnée, sucre, de l'eau avec du sucre, est-ce que c'est nécessaire? On nous subventionne les moyens pour avoir un diabète. Non, je pense qu'il faut faire la part des choses. Est-ce que l'éducation, parce que doit être inscrit dans une stratégie de santé publique, mais ce n'est pas lié aux transferts sociaux. C'est la culture de consommation qui prévaut actuellement en Algérie, et ça qui a été éventuellement un lien avec les transferts sociaux il y a des personnes qui ont exploité cette main pour en bénéficier, et dans le cadre de la corruption. Mais il faut faire la part des choses. Il y a les transferts sociaux qui sont destinés à soutenir le pouvoir d'achat des démunis, et la consommation elle-même qui doit être, dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont deux sujets. Non, moi, je suis d'accord avec Toufir. On ne peut pas, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le besoin. Maintenant, comment faire pour changer je pense que le pouvoir aujourd'hui n'a pas les moyens de le faire. C'est juste tel que c'est parti. Et il est en train de s'occuper plus de Khaldarna ou Drani ou des jeunes dans la rue qui manifestent, que de vraiment prendre la résolution de dire voilà qu'est-ce qu'on fait dans 1 an, qu'est-ce qu'on fait dans 5 ans, qu'est-ce qu'on fait. C'est malheureux de ils le ne dire. sont pas là, ils sont à gérer demain, c'est ça. Aujourd'hui. Oui, non, mais je veux dire, ils n'en sont pas à la gestion. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'il faut, nous on dit qu'il faut qu'il y ait un changement de pouvoir qui justement va penser. Ça paraît anodin, mais d'éduquer comment consomme le citoyen, le sucre, c'est dangereux, etc. C'est une politique que, à mon avis, aujourd'hui, le pouvoir n'a pas le moyen de cette politique. Même s'il a au sein, moi je le dis encore une fois, il y a au sein, y compris de ce pouvoir, des gens compétents. Il ne faut pas qu'on dise, mais ce n'est pas compétents suffisant. injectés dans une médiocratie. Bien sûr. Une médiocratie ne peut générer que de la médiocrité, même s'il y a du mérite dedans. Mais c'est clair. C'est-à-dire, quand bien même ils nous ont ramené 2 ou 3 ou 4 personnes dans ce gouvernement qui s'en baffe, mais le système est pourri. Absolument. Et donc, Ils ne on ne pourront peut rien faire. Ils ne pourront rien faire. Alors, dernière question, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Le coronavirus. Beaucoup de gens
Bon, aujourd'hui, les étudiants, par exemple, tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent. Ils sont sortis massivement aujourd'hui, un peu partout. Tout le monde s'attendait à ce qu'ils sortent avec des masques, des écharpes, des drapeaux, un peu pour donner une image d'un peuple responsable qui se protège. Ça n'a pas été le cas. À votre avis, les Algériens s'en fichent? Ou alors le danger qui les guette est beaucoup plus grand que le coronavirus? Oui, j'allais aller dans votre commentaire. En fait, on fait des priorités. Je pense que les gens qui sortent, d'ailleurs, moi, je parlais tout à l'heure avec certaines personnes engagées, des journalistes engagés, qui sont connus. Hein. Donc, ils me disent, oui, moi, après l'arrestation de Khaled Rani, ça a fait bouger quand même certaines personnes. Ils disent non, nous, on y tient. On y croit et on va continuer, Corona ou pas. D'ailleurs, même, il y a une chanson le vendredi, Djibouna Corona, Djibouna Taoun. Corona ou l'Antoma. Voilà, donc l'idéal est plus important que de mourir peut-être à travers un virus. Corona, Hirak, Khawa, Khawa. Oui, le choix est fait dès le départ. Les Algériens, ils ont choisi le destin de leur pays. Ils sont déterminés à y aller de l'avant et recouvrir leur réelle indépendance. C'est-à-dire, ils se sacrifient. Un an de Hirak. Les gens ont perdu de leur argent. Il y avait des gens qui sont morts dans le Hirak. Il y avait des gens qui ont délaissé leur famille. Il y a des gens qui ont délaissé leur travail et se sont sacrifiés pour que triomphe l'Algérie, parce que c'est la plus importante. Le destin de la nation dépasse largement le destin des personnes. Aujourd'hui, les Algériens, ils sont conscients, ils sont responsables, et il n'y a personne qui pourra leur donner des leçons de morale à ce niveau-là. Ils ont démontré avec leur pacifisme et leur endurance dans la demande, la revendication principale, un changement radical en dehors du système qui va le mener vers un état de droit qui anticipera toutes ces crises et tous ces risques que demain, si jamais ils arrivent, on pourra y faire face dans le cadre d'un État respectueux comme tous les États qu'on fait ailleurs, comme la France, les États-Unis, et ils anticipent ces situations pareilles. Pour prendre juste un cas et le relier avec la situation économique, la crise financière de 2008, il y a eu deux réactions par rapport à la réaction allemande qui a anticipé d'éventuelles crises économiques et financières. Et ils sont sortis avec moins de dégâts. Et il y avait des économies qui n'ont pas prévu ça. Et ils sont rentrés dans une crise systémique qui a provoqué Prévoir, c'est gouverner. Prévoir, c'est gouverner. Et c'est ce qui nous manque depuis l'indépendance à ce jour, depuis la confiscation de l'indépendance de l'Algérie. À ce jour. Moi, je diverge. Je pense qu'il faut quand même prendre au sérieux ce problème. Parce qu'on n'est pas à l'abri. C'est un microbe, il faut dire que c'est un virus. C'est un virus qui existe partout dans le monde et c'est pas Tebboune qui l'a ramené. Il faudrait qu'on soit un peu réaliste. Hein. Et je pense qu'il faudrait qu'on soit conscient du danger parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas... Après, est-ce qu'il faut arrêter les marches? Est-ce arrêter d'investir la rue? Non, je ne pense pas. Mais je pense qu'il faut prendre des précautions. Se protéger. Par exemple, des écharpes comme ça. Voilà. Il faut le faire. Je pense que ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Parce que si demain, il y a 50 morts du Hirak, le pouvoir va vraiment... Je pense qu'il faudrait qu'on se responsabilise, qu'on demande aux manifestants de venir avec une écharpe, avec un haïk, avec... J'en sais rien. Et puis l'image de millions d'Algériens masqués à un niveau mondial, ça va... Je pense que, franchement, je le dis, il ne faut pas jouer avec ça. Peut-être c'est rien, mais en tout cas, il faut vraiment de la prévention. Oui. Ne pas s'embrasser pendant les gens qu'on rencontre dans le Hirak. Le Hanan après, mais c'est important. Non, mais c'est vrai, il faut continuer à sortir, mais il faut être conscient que c'est dangereux, il faut se couvrir, acheter, sortez les foulards que vous avez. D'abord, ça va frapper, imaginez, avec tous, avec un truc comme ça, c'est extraordinaire. Donc moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas qu'on aille dans le sens populiste, à savoir, nous, non. Moi, je n'ai pas envie qu'il y en ait sur le dos 500 morts ou 50 morts. Très vite. On n'espère pas arriver
Arrivé à cette situation, le peuple est conscient et responsable. Et s'il y avait des précautions à prendre, ils les prendront. Ils nous ont démontré depuis le 22 février que l'Algérien s'adapte à une situation qui se passe partout ailleurs dans le monde entier. Merci Toufik, merci Wahab, merci Sanhaja. Merci à vous, chers amis. Donc, Sanhaja vient de vous donner un merveilleux conseil. Protégez-vous. Plus de bousboussade. Plus de serrage des mains. Vous savez, quand vous serrez la main à quelqu'un, quand vous serrez la main à une personne, c'est comme si vous avez serré la main à 100 personnes. Pourquoi? Parce que lui-même a serré la main à 10 personnes. Et chacune des 10 personnes a serré la main à 10 personnes. Donc vous imaginez un peu. Plus de kada, plus de bousboussade, porter des masques pendant le Hirak, ça va donner une image fabuleuse des manifestations algériennes à un niveau mondial, parce que ça ne s'est pas encore vu. Mais n'oubliez pas que Selmiya, Khawa, Khawa restent les deux piliers de notre mouvement. Khawa la khair, salama. لكن لا يملي قرارات ضد ضميرنا. احنا المبدأ الوحيد اللي يحكم فينا هو الضمير، هو الوعي، هو الثقافة تاعنا. اما فقط مثلا واحد يخون المنتدى، واحد يخون مانيش عارف هذاك اللي دار الجبهة عنده دوسو من 15. بلادي في الكونشي